Chers auditeurs, chers internautes, nous revoici dans notre numéro de votre émission Exprimez-vous, une émission d'expression libre, une émission que nous donnons toujours la parole, une émission qui vous emporte dans diverses thématiques, dans divers domaines de la vie. Aujourd'hui, on va parler un peu politique. On parlera de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a plus de 20 ans, nous les savons tous, la population de l'Est vit un génocide qui est causé par quelques milices et en collaboration avec le Rwanda et l'Occident, comme ça se raconte chez le gouvernement congolais. Sur ça, on va un peu parler, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'acquiser, certes, oui, nous avons acquisé le Rwanda, nous avons acquisé les M23, nous avons acquisé tous ces milices qui sont à l'Est en train de s'aimer l'insécurité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la meilleure des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça? Et pour en parler, j'ai Daniel Kiteng aujourd'hui, analyste politique. Avec lui, on va un peu essayer de débriefer, on va un peu essayer d'analyser et trouver à notre manière des solutions. Et les autorités qui nous suivent aussi vont savoir comment utiliser tout ce qui sera proposé, tout ce qui sera étalé ici comme proposition. Daniel Kiteng est de notre aujourd'hui que je dis bonsoir. Bonsoir Mani, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre très beau plateau. Et comme vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de louer le travail que vous avez fait ici. Et c'est parmi les radios très bien équipées et très bien outillées ici à Kinshasa. Donc je ne cesserai jamais de vous en féliciter. Et j'ai compati avec nos compatriotes de l'Est qui continuent toujours à croupir d'une misère énorme imposée par l'ennemi du pays. Et voilà, nous continuons à pleurer nos morts alors que c'est un moment où nous devons prendre les choses en main pour avancer. Question de trouver des solutions idoines, des solutions efficaces, justement pour que nos amis de là vivent aussi tranquillement. Ici à Kinshasa, on peut beau marcher, on peut circuler tranquillement, alors qu'il y a des gens ici dans ce pays aujourd'hui qui n'ont même pas quoi manger, ils n'ont pas où dormir, parce que ce sont des déplacés de guerre. Donc on est dans un pays où nous comptons plus de 7 millions de déplacés internes, donc c'est tellement immense. Donc voilà, on continue à compatir avec ces gens-là et on est avec eux de loin, on continue toujours à compatir et on espère que on trouvera des solutions et que cette paix reviendra vraiment, parce que nous voulons vraiment que la paix revienne à l'Est et c'est vraiment une des choses, c'est parmi les priorités d'ailleurs pour notre pays. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, chers auditeurs. Branchez-vous déjà, partagez les liens, partagez pour permettre aussi à nos membres de la famille puissent aussi bénéficier de ces SOS. On commence par l'information qui vient de tomber récemment. Le gouvernement, aujourd'hui, vendredi, chaque vendredi, le gouvernement tient son conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Comme chaque vendredi, aujourd'hui, il y a eu aussi un conseil des ministres. Les photos qui sont sorties de là, nous avons vu chaque membre du gouvernement, je crois c'est après le début du conseil des ministres, imiter les signes qu'a fait les léopards lors du match de demi-finale, qui dénonce, je peux le dire comme ça, la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est ça les résolutions? Est-ce que c'est ça la stratégie du gouvernement pour mettre fin à ces atrocités à l'Est de la RDC? Merci beaucoup Mani, merci pour cette question. J'ai vu les images comme tout le monde sur Facebook. Très bien. Et personnellement j'ai été choqué. J'ai été choqué, pourquoi? C'est de voir que ceux qui sont censés nous trouver des solutions se plaignent aussi. Les dirigeants n'ont pas pour vocation de se plaindre. Très bien. Nous, on attendait des solutions, dénoncer. Non, on n'attend pas que les gouvernements dénoncent. On attend que les gouvernements prennent les choses en main. On attend que les conseils des ministres lèvent des options efficaces, allant dans le sens de trouver les solutions. Ce n'est pas en nous balançant des photos, faire ce que tout le monde fait. Non. Ça, c'est à nous, le peuple, de les faire pour dénoncer, pour dire aux gens, regardez, notre situation, personne n'en parle. Mais ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, ne doivent pas le faire. Ce n'est pas leur travail à eux. Ils ne sont pas là pour dénoncer des choses. Ils sont là pour agir. Donc, moi, je suis très choqué par ces images. Et ça démontre clairement la faiblesse de ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent n'ont pas une approche
assez efficace, allant dans le sens de nous trouver des solutions. Voilà pourquoi, depuis que cette guerre de l'M23 est revenue, on a plus constaté que ceux qui nous dirigent sont dans l'optique de justement de dénoncer, non, nous dénonçons, nous condamnons, nous dénonçons, nous condamnons. Donc c'est seulement ça les discours qu'ils ont. Mais il n'y a pas vraiment une solution efficace qui émane de ces gouvernements. Moi je suis très triste de suivre cette image-là. Donc ça me choque et ça me choque, je reste sans mots. Est-ce que le gouvernement manque de solutions? Parce que dénoncer, c'est très bien comme vous venez de le dire. Il faut des décisions concrètes qui peuvent aussi apporter la paix. Parce qu'aujourd'hui, les MeToo congolais peuvent s'élever faire ces mêmes gestes. Ça ne va pas empêcher les milices de tuer nos frères à l'est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement manque de décisions à prendre ou le gouvernement est limité à ce qui concerne la guerre? Je vous rappelle, bon, je signale que le président, le ministre de la Défense est là-bas à l'Est pour acquérir de la situation, voir ce qu'il peut faire. Est-ce que quelque chose peut sortir de ces gouvernements, Samuel Lukonde? Non, déjà je vous réponds clairement qu'il ne faut rien y attendre, même si nous voulons que le gouvernement se démarque cette fois-ci pour qu'on puisse trouver des solutions, parce que c'est eux qui nous gouvernent au-delà de tout. Mais nous le savons que rien de bon ne peut sortir de ces gens-là. Il faut retracer un peu l'histoire. Il faut retracer un peu depuis que cette affaire de M23 est revenue. Regardez les décisions que tu sais qu'il y a eu à prendre. Regardez les solutions qu'ils ont eu à proposer aux Congolais. Au lieu de trouver des solutions allant dans le sens justement de nous donner la paix, et ils sont dans les décisions parfois populistes, parfois des décisions irréfléchies. On revoit un peu dans le passé. Il y a eu cette affaire de l'état des sièges. Mais nous avons dénoncé cela. On l'a dit publiquement que, monsieur, cette affaire d'état des sièges n'était pas la solution idoine. Ce n'était pas la solution efficace. Pourquoi? Parce que, ça souffrait d'un problème de planification, d'un problème de matériel. On a envoyé des militaires, on a nommé des gens qui sont, certains généraux, on a nommé, et qui sont partis après 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on devait les équiper, les déployer. Ça posait des problèmes. Tellement que ce n'était pas planifié, voilà, il n'y a pas eu de solution. On prend encore cette affaire de mutualisation des forces avec les forces de l'Ouganda. Tu sais qu'il y a mutualiser les forces avec l'Ouganda, mais ce n'était pas une solution efficace. Pourquoi? Parce que l'Ouganda fait partie du problème. Ce sont des gens qui ont endeuillé notre pays. L'Ouganda ne pouvait jamais se transformer en sauveur. On l'a dit à ceux qui nous gouvernent, on l'a dit à Tshisekedi, il s'est entêté. Et après, rien n'est suivi. Ils sont encore allés plus loin, ils sont allés dans cette affaire-là de l'EAC. On a vu ce que ça donnait. On le savait. Pourquoi? Parce que les forces qui composent l'EAC sont les forces qui convoitent notre pays. Ce sont les forces qui bénéficient directement ou indirectement de cette affaire de l'Est. Ce sont les gens qui entretiennent cette flamme-là, les tireurs des ficelles, c'est eux. C'est eux qui sont à la base justement de ces conflits continuels, de ces conflits éternels. Pourquoi? Parce que ça bénéficie à leur pays. Les pays voisins sont construits justement sur base des sons des Congolais. Les pays voisins sont construits sur base de ce que nous avons comme ressources naturelles. Mais visiblement là, c'est comme si la RDC manque de partenaires fiables. Nous l'avons vu avec les forces de l'EAC, avec même la SADC, je peux les mettre dans un même panier, même l'Ouganda et tout. Toujours, la RDC est toujours poignardée par les dos. La RDC est toujours poignardée par les dos. Je peux ajouter même les Occidentaux. Ils sont toujours des partenaires hypocrites. Maintenant, à qui la RDC doit se fier pour, étant partenaire fiable pour l'aider à cesser, bien sûr, cette guerre de l'Est? Monsieur Mani, donc je termine d'abord ma pensée, après je vais arriver à votre question. Okay. Et donc j'étais en train de dire que Tshisekedi est parti à l'EAC. Pourquoi, directement j'aborde votre question, pourquoi ces gens-là ne sont pas fiables? C'est parce qu'on veut coaliser avec qui? Qui on prend comme partenaire? Imaginez un Congo, imaginez celui qui est partie prenante dans le conflit, celui qui bénéficie des retombées ou des résultats de fortune qui donnent les tueries à l'Est. Est-ce que cette personne-là peut vraiment être un partenaire fiable? Je prends le cas de l'Ouganda, je l'avais d'ailleurs cité. Je prends le cas du Rwanda. Le Rwanda aussi était dans cette force de l'EAC. Imaginez dans les conseils des généraux, je ne sais pas si c'est le terme, lorsque les généraux se réunissent pour justement trouver des solutions, pour monter des stratégies, pour mettre en place à la force de l'EAC, il y avait aussi les généraux rwandais qui étaient là, qui prenaient part à ces assises, qui y participaient. Mais dis-moi,
nous faisons face à un pays qui nous agresse, mais dans la table où on monte des stratégies, il y a un étranger, il y a ces Rwandais-là qui est là. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que cette personne-là va rentrer, donner ces stratégies justement au Rwanda? C'était déjà une vision assez erronée. C'était un calcul bête, si je peux le dire ainsi, de s'associer avec les gens qui ont contribué très efficacement à la destruction de l'Est. Okay. Bon, tous ces pays-là, membres de l'EAC, mais on a vu la suite, non? On pensait que même le Kenya était un partenaire fiable. Et on a vu les assises de cette force-là, de ce monsieur, comment il s'appelle? Corneille Nangaa, se tenir là-bas. Mais c'est un partenaire que tu serais estimé fiable. Mais ce même président, nous l'avons aussi vu à la prestation du serment de Félix Tshisekedi. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut faire le choix des bons alliés. Okay. Il faut faire le choix des gens que vous estimez que non. Parce que déjà, les rapports entre le pays, entre les États, c'est fondé sur les intérêts. Là, personne ne peut les douter ou ne peut les renier. Nous savons que même le Kenya, toutes ces forces-là cherchent leurs intérêts. Et nous aussi, on doit faire prévaloir nos propres intérêts. Et voilà pourquoi il faut un leadership assez efficace, une diplomatie assez forte. Parce que lorsque nous allons dans les tables de discussion, nous partons dans quelle position? Des faiblesses ou des forces? Et généralement, nous partons dans la position des faiblesses. Voilà pourquoi nous subissons les décisions. Vous savez, Mani, les propos des hommes forts, vous savez, les hommes forts, hein, les hommes forts sont ceux-là qui tracent des chemins. Okay. Et même dans le monde, dans les relations entre le pays, les forts, les puissances tracent des chemins. Et les faibles sont toujours là pour suivre ces chemins-là et suivre ça à la lettre. C'est ce qui s'est passé avec cette force de l'EAC. On a vu Tshisekedi être malmené, être imposé des forces. Imaginez-vous... Même sur les sols congolais, vous ne pouvez pas franchir telle limite et tout. Voilà les décisions que l'EAC a eu à prendre, que Tshisekedi a eu à valider. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à ce gouvernement, je ne crois pas à la descente de Jean-Pierre Mbemba à l'Est. Je sais qu'il ne va rien apporter comme solution. Donc vous imaginez, nous arrêtons des militaires rwandais dans l'effectif de 1-23. Au lieu et place que notre pays s'assime, qu'on puisse imposer la rigueur de la loi, on puisse faire subir à ces gens-là les arrêter ou mettre en prison parce qu'ils ont quand même endé notre pays, ce sont des assassins. Des gens qui ont versé le sang de nos compatriotes. Mais qu'est-ce que Tshisekedi fait? L'EAC impose à Tshisekedi justement de libérer ces gens-là. Et nous avons vu ici Tshisekedi collaborer. Il a accepté de libérer justement les militaires rwandais qu'on avait arrêtés ici. Donc pour dire que nous partons en position de faiblesse et nos alliés sont les gens qui, au-delà de tout, quand vous mettez ensemble, ils vous sourient, mais après, ils ne vous sourient pas parce qu'ils savent que l'Est du Congo, c'est quand même la majeure. L'Est du Congo, c'est justement là où ils viennent puiser. Nous voyons comment le Rwanda est développé, comment le Rwanda s'est construit. Mais c'est avec quels moyens? Nous voyons comment aujourd'hui d'autres pays, même les Kenyans, comment ces gens-là construisent leur pays. Nous voyons aujourd'hui les Kenyans qui est c'est parmi les forces, les puissances économiques ici en Afrique, même au niveau de l'EAC, c'est les Kenyans qui est la force économique. Mais où ils tirent l'argent? C'est soit à l'Est, soit ici, avec cette affaire des banques qu'ils ont eu installées ici. C'est eux qui contrôlent justement. Voilà pourquoi ils ont amené Tshisekedi dans ces bateaux-là. En fait, l'EAC n'avait pas pour but de nous trouver des solutions, parce que dans les chartes même de l'EAC, dans les textes qui régissent l'EAC, c'est clairement dit que un pays membre ne peut pas attaquer un autre pays membre. Il doit être sanctionné sévèrement. Mais le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous attaque. Mais que fait l'EAC? L'EAC pond des communiqués inutiles, pond des déclarations inutiles, hein, dans le sens, combien de fois on a donné l'ultimatum aux forces des 1-23, mais qu'on n'a jamais y appliqué les décisions à la lettre. Même de cesser les faits, ils n'ont jamais accepté. D'ailleurs, récemment, j'ai été vraiment très estomaqué de suivre une vidéo d'un général congolais, les remplaçants de celui qu'on avait enlevé, le gouverneur militaire de, je crois, Kivu, je pense. Oui. Et le monsieur-là a le courage, le général a le courage de dire qu'ils ne sont pas là pour attaquer, ils sont là pour observer si réellement le Rwanda respecte, comment les M23 respectent les cessez-les-feux. Ils n'ont pas obtenu l'aval du gouvernement parce qu'ils répondent des ordres d'attaquer, mais d'observer. Mais ça, c'est comment on peut envoyer des généraux, on peut envoyer des militaires à l'Est pour trouver des solutions, pour mettre l'ennemi dehors, mais on envoie ces gens-là avec comme ordre de ne pas attaquer, mais d'observer. Donc voilà pourquoi je vous disais, je n'attends absolument rien de ceux qui nous dirigent. En parlant des alliés, mon cher ami, vous savez, la guerre, il faut d'abord compter sur soi-même.
On ne peut pas se mettre là en se disant non, pour vaincre la guerre, certes, on a besoin des alliances. Très bien. On a besoin des gens qui viendront combattre pour nous, juste pas pour nous, mais combattre avec nous. Très bien. Mais il faut examiner bien la situation. Il faut d'abord que vous, en interne, vous soyez organisés. Qu'est-ce que nous avons comme armée? Qu'est-ce que nous avons comme armes? Qu'est-ce que nous avons comme munitions? Qu'est-ce que nous avons comme, justement, le matériel qui peut nous servir à trouver des solutions pour notre pays? L'armée n'est pas organisée. Donc là l'armée congolaise face à l'armée rwandaise, il n'y a pas match. Donc l'armée rwandaise peut battre. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Parce que, vous savez, mon cher ami, moi, je suis de ceux-là qui sont contre cette façon de vendre les Rwandais comme si le Rwanda était tellement fort, le Rwanda était tellement super. Le Rwanda, c'est un petit pays. Pouvez-vous me dire ici, mon cher Mani, combien de guerres dans l'histoire des guerres du monde, dans l'histoire des guerres de l'Afrique, combien de guerres que le Rwanda a remporté? Combien de batailles, de grandes envergures que le Rwanda a gagné dans l'histoire de l'Afrique? Mais on connaît historiquement qu'il y a des Congolais qui ont combattu à la guerre mondiale. Ils sont sortis tête haute. Et les derniers d'ailleurs avaient perdu la vie récemment ici. L'histoire de la guerre, nous avons vu Mobutu ici dépêcher des militaires congolais à l'époque des militaires zaïrois, les dépêcher au Maroc. Ils ont remporté des batailles là-bas. On a vu la guerre des Chaba, on a remporté la guerre des Chaba. On a vu même nos militaires aller au Rwanda à l'époque. Ce n'était pas Kagame qui était président. Kagame à l'époque était rebelle. La force de Kagame progressait pour justement inverser les présidents qui étaient là. Mais c'est la force zaïroise qui était dépêchée sur place, qui sont partis sur place, sur le terrain. Et c'était aussi imposé aussi. Mais voilà, ils ont imposé la force et Kagame et son troupe sont retroussés les manches. Ils sont reculés énormément. Pourquoi? Parce qu'on avait une armée forte. Donc le Rwanda n'est pas forte. Même dans le classement des armées africaines, le Rwanda occupe quelle place? Et le Congo occupe quelle place? Très loin que le Congo. Pour vous dire que une guerre Congo-Rwanda, les Rwandais ne peuvent jamais nous battre. Ça, on nous vend des illusions. Ils peuvent avoir des armes sophistiquées comme on prétend l'être, des communications fantaisistes pour justement faire peur aux gens, pour besoin de séduire le monde, pour faire peur aux autres. Mais les Rwandais aient amené quelle guerre? Parce qu'on reconnaît la force militaire dans les guerres qu'ils ont y remportées. Mais Kagame s'est dit que non, il est un ancien rebelle, il connaît c'est quoi la guerre, il connaît la notion de la guerre. Tshisekedi ne peut pas se mettre avec lui face à la guerre parce que lui-même, Félix, sait déjà que si la RDC déclare la guerre avec le Rwanda, la RDC sortira perdante. Ça, c'est les paroles d'un monsieur qui a peur, en fait. Okay. On ne peut pas, on dit généralement que les tigres ne programment pas sa sécurité. Ils sautent sous la proie et ils le mangent. Lorsque vous sortez devant tout le monde pour nous dire que non, je connais la guerre, qui connaît la guerre dans ce monde? Personne ne peut se prévaloir la certitude de dire que je maîtrise l'art de la guerre à 100%. Même les gens qui ont écrit sur la guerre, ils ont écrit le livre comme l'art de la guerre. Beaucoup de gens ont écrit des livres. Ils n'ont pas la maîtrise totale de la guerre. Parce que ici, il y avait des pays qui avaient la maîtrise effective de l'art de la guerre, mais l'Amérique allait gagner comment on appelle ça? C'est quoi encore le pays? Au Vietnam. Pourquoi l'Amérique n'a pas gagné au Vietnam? Jusqu'à pousser leur président à déclarer publiquement qu'on peut battre tout le monde sauf le Vietnam. Pourquoi ils n'ont pas gagné là-bas? Voilà. Donc, pour dire qu'aucune personne... Pourquoi la Russie n'a pas récupéré l'Ukraine à un claquement des doigts? Parce qu'ils ont vanté des choses que dans 6 mois, on va récupérer l'Ukraine. Mais aujourd'hui, la guerre continue. La guerre est toujours là. L'IRSS, à l'époque, maîtrisait la guerre, mais l'IRSS s'est fait renverser. Même aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'a plus ce monopole-là d'imposer à tout le monde ce qu'il pouvait dire. Aujourd'hui, la Corée peut se dire non, je peux affronter. La Chine aussi peut l'affronter. L'Amérique maîtrise la guerre. Aucune personne ne peut dire publiquement que je maîtrise la guerre à 100%. Parce que la guerre a plusieurs réalités. Et chaque guerre a ses réalités. Chaque guerre a ses propres problèmes. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est bien défini. C'est que ce n'est pas de la mathématique où 1 + 1 = 2. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. La guerre a des réalités. On peut faire... on peut bien planifier la guerre, mais on peut faire face aux plusieurs réalités. On peut faire face aux phénomènes naturels. On peut faire face à la pluie. Donc, c'est comme ça. Les contextes, les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Kagame était un rebelle. Je prends le cas des rebelles. Étant qu'il est rebelle, Kagame a gagné quelle bataille? Pour renverser Mobutu ici, ils ont eu besoin de faire l'alliance au niveau des Grands Lacs. Ce n'est pas les Rwandais seuls. Certes, les Rwandais étaient au devant de la scène. Ouais. C'était parmi les gens qui ont déclenché
cette guerre-là, mais justement, il y avait une coalition et Mouzé était plus entouré de Congolais. C'était plus les Kadogo, tous ces mondes-là qui sont entrés. Il y avait des Congolais et non, parce qu'il y avait trahison à l'interne. Mobutu était déjà lâché par son armée. Mais est-ce que cette force-là de l'AFDEL, si vraiment l'armée de Mobutu décidait vraiment de se battre, cette force-là allait mettre Mobutu hors d'état de nuire? Non, non, c'est parce qu'il y a eu trahison à l'interne. Donc, Kagame n'a mené aucune guerre qu'il a eu à remporter. Je vous prends un exemple d'un chef de guerre. Si vraiment le fait d'être rebelle vous donne la capacité de dire que non, je maîtrise vraiment la guerre totalement. Monsieur Mbemba aujourd'hui est ministre de la Défense. Non? Mais, ancien rebelle aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Le fait d'être un ancien rebelle ne fait pas de vous un expert dans le domaine militaire. Sinon, tous les anciens rebelles allaient être les meilleurs officiers du monde. Nous en avons combien dans notre armée? Déjà, notre armée, il faut comprendre que notre armée est composée des anciens rebelles. Beaucoup sont là, sont des anciens rebelles. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? On peut les citer nommément. Beaucoup sont des anciens rebelles. Donc, pour dire que ça, c'est pour faire peur aux gens. Et on ne peut pas avoir peur de ce genre de choses-là. À l'époque de Mouzé, lorsque Mouzé a dit publiquement que la guerre sera longue et populaire, lorsque Mouzé a dit qu'on puisse renvoyer des Rwandais, pourquoi les Rwandais n'avaient pas pesé autant? Si les Rwandais étaient très forts, pourquoi les Rwandais n'avaient pas pesé autant? Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment la force de l'État. Ces pouvoirs-là qu'avait Mobutu, ces pouvoirs-là qu'avait Mouzé, aujourd'hui, il n'y a pas. Tout c'est au niveau du leadership. Très bien. Au niveau, parce que j'attends nos amis du pouvoir dire non, nous devons soutenir les chefs de l'État. Mais nous allons soutenir quoi? Soutenir quoi? On va les soutenir. Sa volonté politique. En fait, la volonté ne gouverne pas. La volonté n'amène pas la nourriture dans ta table. La volonté ne fait pas manger, mon cher ami. Tu peux avoir la volonté. J'étais à la maison, j'avais la volonté de venir ici. Mais si je n'ai pas fait passer cette volonté-là en acte, je ne viendrai pas ici, j'allais rester à la maison. Tu peux avoir la volonté de faire mieux, mais je ne fais pas mieux. La volonté seule ne suffit pas. Les actes comptent beaucoup. On peut avoir la volonté elle est cachée, c'est la vision qu'on a dans la tête. Il faut matérialiser cela. J'ai la vision de créer telle chose. Et j'en ai la volonté, j'ai mis la volonté. Pour que cela donne des résultats palpables, je dois le mettre en œuvre. C'est-à-dire acheter ce que vous avez acheté, vous avez la volonté de créer ça, acheter des micros, acheter des caméras, et vous avez matérialisé ça. On peut avoir la volonté, mais lorsqu'on ne pose rien comme acte, cela n'engendrera absolument rien. Je reviens sur cette affaire de leadership. Si on avait un leadership fort et puissant, le Congo allait aujourd'hui imposer. Vous savez, j'aime beaucoup un courant des penseurs dans les affaires, dans les relations internationales. J'aime beaucoup les réalistes. Très bien. Les réalistes sont des gens qui se disent que la guerre est inévitable. Parce qu'entre États, aussi longtemps que la notion des intérêts sera toujours effective, aussi longtemps que chaque pays se battra toujours pour ses intérêts, la guerre elle sera toujours permanente. Récemment, j'avais suivi des propos du président de Burkina Faso. J'ai beaucoup aimé ses propos. Monsieur dit, cette guerre, on nous a imposé la guerre injustement. Et on fera cette guerre. On lui pose la question de dire, mais monsieur, mais la guerre, elle est coûteuse. Mais écoutez la réponse de ce monsieur-là, un brave, c'est lui qui comprend c'est quoi le caractère sacré de la vie humaine. Il dit, la guerre n'est pas plus coûteuse que la vie de nos compatriotes. Mais ici, on a un président qui vous dit, non, voilà, la guerre, elle coûte énormément cher. La guerre, il cherche toujours à trouver des moyens pacifiques qui n'engendrent absolument rien. Il nous parle de la diplomatie. Mais lorsque la diplomatie a échoué, parce que vous savez, la guerre, on la gagne de deux manières. Soit on adopte la manière diplomatique, on négocie, chose qui a été faite. Et si ça ne marche pas, on emploie la manière forte, c'est-à-dire il faut faire la guerre. Aujourd'hui, pour trouver des solutions, il n'y a pas une autre solution que faire la guerre au Rwanda. Les gens nous disent, non, le Rwanda a des puissances, il y a beaucoup de gens. Mais il y a dernièrement même, je crois, il y a des jours, le président polonais a déclaré que les pays dont je peux aider le Rwanda offensivement. J'ai vu des gens se plaindre. Mais mon cher ami, est-ce que nous n'avons pas aussi cette capacité-là d'influencer le monde pour que les gens acceptent de s'allier à notre cause? C'est ça la force de la diplomatie. Si le Rwanda peut aujourd'hui signer des accords militaires avec la Pologne, mais c'est la force de la diplomatie. Il faut négocier, parler, présenter ce qu'on peut donner comme intérêt. Félix l'a fait devant la tribune des Nations Unies. Il a déclaré. On a vu nos joueurs aussi déclarer à la télé. Je ne suis pas au niveau des déclarations, mon cher ami. Les déclarations ne suffisent pas. Je suis au niveau des actes concrets. C'est-à-dire quoi? Il faut mener des lobbying. Il faut aller partout, travailler avec les gens, chercher qui peut... Vous savez la force de la diplomatie. Hein?
Hein. La puissance, c'est la capacité traditionnelle liée aux États. C'est ça la puissance. C'est la capacité parfois d'imposer les gens à se rallier à votre cause. La force de la diplomatie réside dans ça aussi. La capacité d'avoir les gens aujourd'hui, je me dis, j'ai des relations. Aujourd'hui, si ça barde, ces gens-là viendront combattre à mes côtés. C'est ça la force de la diplomatie. Si votre diplomatie se résume à une seule chose, voyager, ce n'est pas une diplomatie assez forte. Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre. Lorsqu'on s'est fait des amis, on s'est fait des alliés. Aujourd'hui, on nous bombe, on nous bombarde les oreilles, on nous pollue les oreilles avec cette affaire-là. Le Rwanda a des alliés forts, il y a des puissances qui sont derrière le Rwanda. Oui, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui manque à notre pays aussi pour chercher aussi à avoir des puissances derrière nous? Vous pensez que dans ce monde ici, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de forces qui souhaitent inverser le pouvoir de Kagame? Vous pensez que même au niveau de l'Afrique, il n'y a pas de pays qui souhaitent vraiment que Kagame soit mis hors d'état de nuire? Mais on peut s'appuyer sur ces gens-là. Vous pensez que les puissances qui soutiennent Kagame, parce que ces puissances-là soutiennent le Rwanda, parce qu'ils trouvent leurs intérêts au Rwanda. Vous pensez que ces puissances-là, il n'y a pas d'autres puissances qui sont contre ces puissances-là? Mais nous, on peut s'appuyer sur ces puissances-là. Par exemple, aujourd'hui, je prends un exemple. Si la France soutient le Rwanda, si les États-Unis soutiennent le Rwanda, mais nous, on peut s'appuyer sur la Corée, par exemple. Parce que cette force-là est très, très, très contre les États-Unis. Cette force-là cherche de tous les moyens comment inverser la force des États-Unis. Et par votre logique, nous le savons très bien, même le président de la République l'a déclaré plusieurs fois, que les Occidentaux sont derrière le Rwanda, la France est derrière le Rwanda, les États-Unis et tout sont derrière le Rwanda, même les EAC, et tous les savent, nous les savons tous. Et pourquoi rester dans les Nations Unies? Pourquoi rester dans les organisations de ces pays des pays qui soutiennent notre ennemi direct? Pourquoi pas changer directement de camp, partir peut-être chez Poutine? D'ailleurs, le président burkinabé l'a déclaré dernièrement, Poutine vend des armes selon votre moyen. Ce n'est pas comme les Américains qui vendent par restriction, où vous ne pouvez pas acheter telle arme par telle arme. Et pourquoi pas aller envers les alliés sincères qui peuvent vous aider sincèrement, car rester toujours dans les Nations Unies qui nous roulent toujours en fait, dans la boue. C'est ce que j'étais en train de vous dire, Mani. Tout ça dépend d'un leadership fort. S'il y a un leadership fort, s'il y a de l'intelligence qui dirige un pays, lorsque le pays est dirigé par le cerveau qui fonctionne, lorsque le pays n'est pas dirigé par les gens qui n'ont qu'une seule chose en tête, voler, manger et jouir, comme nous avons l'habitude de le voir dans les vidéos où le président se donne les listes d'aller dans les fêtes à tout moment. Si, aussi longtemps qu'on n'aura pas un leadership fort, vous savez, Lumumba disait que ce pays est grand et attend de nous de la grandeur. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas les gens qui ont de la grandeur dans leurs esprits, aussi longtemps qu'il y aura des gens qui n'ont pas une intelligence suffisamment forte, une intelligence très très bien définie, qui ont quand même la capacité vraiment d'examiner les questions, d'examiner les enjeux du monde, d'examiner les questions qui pointent à l'horizon, on continuera toujours à être comme ça, on continuera toujours à subir. Parce qu'à la tête de notre pays, il n'y a pas un leadership fort, il y a un leadership faible. C'est la capacité de comprendre les évolutions du monde, de comprendre les mouvements des relations internationales, comment les choses évoluent, comment les choses marchent. Aujourd'hui, on nous disait ici que si le Burkina Faso chasse les Français, ils vont subir la rigueur, ils vont voir des choses et tout. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait. Nous avons vu avec les Mali, ils l'ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, c'est pour autant que la France et toutes les puissances, on a d'ailleurs vu récemment ici, même la CEDEAO, menacé même de déployer une force au niveau de l'Afrique de l'Ouest, une force pour s'attaquer au Guinée. Mais pourquoi cela n'a pas engendré? C'est parce que les gens se sont assimés. Les gens ont dit non, on a suffisamment souffert et aujourd'hui il est temps de prendre notre destin en main. Et comment on prend le destin en main? C'est lorsqu'il y a l'impulsion qui vient d'en haut. Les peuples ne peuvent pas se réveiller un matin, sauf si les peuples veulent mener une révolution. Mais il faut qu'il y ait l'impulsion. Aujourd'hui en Ukraine, tout le monde combat. Tout le monde se bat. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'impulsion. L'ordre est venu d'en haut, que tout le monde se batte. Moussé l'avait fait à l'époque. Moussé a dit, peu importe l'arme que vous pouvez utiliser, c'est les intérêts de notre pays. Battez-vous pour le pays. Lance-pierre, machette, prenez tout ce que vous voulez. Battez-vous. Il y avait l'ego. L'ego vient du leadership que vous avez. L'ego vient des impulsions que le chef de l'État donne à la nation. Parce que c'est lui le garant des institutions. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui engage le pays. Et donc, aussi longtemps que rien ne viendra de lui, on continuera à subir. Donc,
Si aujourd'hui le Rwanda peut avoir des alliés comme la Pologne qui a même garanti à ces gens-là d'un soutien militaire, mais pourquoi le Congo ne peut pas aussi trouver des alliés efficaces? Parce que nous savons que c'est une question d'intérêt. Qu'est-ce que vous mettez en place pour obtenir ce que vous voulez? On a des choses à mettre en place. Le Rwanda a quoi à mettre en place? Qu'est-ce que le Rwanda propose? Le Rwanda propose quoi? On continue à tuer les Congolais. Donc le Rwanda propose nos minéraux, le Rwanda propose tout ce que la RDC a pour se vendre. Nous avons. On continue à maintenir l'instabilité. Nous, on gagne des millions et vous avez votre part. Mais nous, nous en avons aussi. Mais qu'est-ce qui manque au Congo de proposer aussi aux choses au Conseil des Nations? Parce que c'est les intérêts qui priment. Aucun pays ne peut venir ici combattre sans intérêt. Ça ne se fera jamais. Il faut que leurs intérêts soient garantis. Mais il y a ce qu'on appelle les partenariats gagnant-gagnant. On peut chercher à trouver des armes en Russie, on peut trouver des formateurs en Corée, on peut se faire des alliés. Certes, pas forcément des alliés. Ils ne seront pas, ils ne seront pas une garantie à 100%, okay. Mais tout se définit au départ. Qu'est-ce que vous mettez en place au départ? Qu'est-ce que vous dites? Et nous donne des armes, et nous donne ça. Nous, on peut aussi faire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi, je suis dans une logique, Manine. On sait que entre les puissances, il y a une paix éternelle entre les puissances. Très bien. Les puissances se craignent. Les États-Unis a peur du Corée et le Corée a peur aussi des États-Unis. On prend, même avec la Russie aussi. La Russie aussi fait peur. Aussi longtemps qu'on continuera toujours à faire avec ces discours-là, ça c'est une manière de nous aliéner psychologiquement. Très bien. Ça joue avec la psychologie des Congolais. Non, le Rwanda est soutenu. Les Rwandais, si on s'attaque au Rwanda, en fait, le jour que le Congo décidera de s'attaquer au Rwanda, je vous dis, Mani, je retiens cette parole. Vous verrez aucune puissance descendre au Rwanda pour combattre leur place. Aucune puissance. Okay. Nous l'avions vu avec l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine était confiant, très confiant. Ces messieurs-là le disaient publiquement, ils croyaient vraiment à la force de l'OTAN. Mais quand la guerre a commencé, vous avez vu un seul militaire de l'OTAN qui a été dépêché en Russie, en Ukraine pour combattre. Ce n'est pas parce que la Russie est forte militairement. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que la RDC manque. Non, en fait, je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis au niveau de la perte qui existe entre les puissances. Très bien. Les États-Unis se disent ceci. Si j'entre dans cette guerre, j'ouvre la brèche pour que la Russie s'attaque à moi. Très bien. Vous voyez? Donc peut-être les États-Unis aura aussi peur que si je pars pour le Rwanda, la Russie aussi peut partir pour la RDC. Mais là, pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut que nous, à notre niveau, que nous soyons aussi en alliance avec les forces qui sont contraires, avec les forces qui soutiennent le Rwanda. Okay. S'il y a des forces qui soutiennent le Rwanda, les grandes puissances qui soutiennent le Rwanda, mais nous devons aussi aller du côté des forces qui ne soutiennent pas les forces qui soutiennent le Rwanda. Ça créera quand même de l'équilibre. Donc je dis quitter les Nations Unies, c'est indispensable pour la RDC. En fait, bon, ça c'est une question qu'il faut examiner, mais sincèrement, je ne vois pas l'importance des Nations Unies. À quoi bon de chasser la MONUSCO et de rester aux Nations Unies? Ça nous sert absolument à quoi? On est là depuis combien d'années aujourd'hui? Si dans une organisation où les gens ne sont même pas capables de dénoncer votre agresseur publiquement, nous l'avons vu ici avec la CAN. Les images, j'ai été surpris au cours du match, on n'a même pas diffusé une seule image où les Congolais avaient des banderoles postées. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ont censuré ça. Ils ont dit non, quand vous filmez, ne filmez pas les Congolais. Ne montrez pas au monde entier ces images-là. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui influencent. On peut aussi influencer le monde. C'est ça la force de la diplomatie. Influencer les autres, avoir des alliés solides qui vont vous aider. Si le Rwanda a des alliés, les alliés du Rwanda, les puissances qui sont avec le Rwanda, ces puissances-là ont aussi des ennemis. Nous, on peut s'appuyer sur les ennemis de ces puissances-là. Très bien. Parce que l'ami de mon ami, c'est mon ami. Mais l'ennemi de mon ennemi, c'est aussi peut être mon ami. Très bien. Parce que celui qui est ennemi du Rwanda peut être l'ami du Congo. Peut devenir mon ami. Très bien. C'est comme ça dans les conseils des nations. Si vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là, on ne va absolument rien faire. On continuera toujours ici dans ces pays à dire non, le Rwanda est fort, le Rwanda est soutenu, mais les Rwandais soutenus, qu'est-ce que nous manquons aussi pour obtenir des soutiens? Parce que nous avons quoi mettre sur la table? On a des éléments nécessaires qu'on peut mettre sur la table. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez bien, Mobutu influençait le monde. Très bien. Mobutu pouvait influencer. Mais si le Congo a influencé dans le passé, pourquoi le Congo ne peut pas influencer aujourd'hui? Pourquoi on ne le fait pas? Félix Tshisekedi est avec nous, il aura encore son deuxième mandat, 5 ans, que la population l'a accordé pour montrer un peu sa volonté. Il a dit que non, les erreurs du passé ne reviendront pas. Dès l'entame,
Nous avons déjà vu à l'Est les erreurs du passé revenir. Il y a l'état de siège qui continue, mais les gens continuent toujours à mourir. Les erreurs du passé ne reviendront pas. On voit toujours, entre guillemets, les mêmes déclarations. Les mêmes déclarations. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Vous venez de dire ici que non, l'État ne doit pas se plaindre, doit prendre des décisions, doit s'assumer, prendre des bonnes décisions. Vous avez aussi parlé de la diplomatie agissante, une bonne diplomatie pour que nous puissions se faire des bons alliés. Félix aura 5 ans. Et la RDC et le Rwanda continuera toujours à faire ces magouilles. Pourquoi? Parce qu'il vit de ça. Oui. Qu'est-ce que les prochains gouvernements qui doivent aussi venir doivent faire, doivent mettre en place pour apporter d'abord une bonne stratégie pour aider aussi la RDC à sortir de cette impasse? Qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le plan diplomatie, si on peut aller comme ça? Non, en fait, déjà, vous l'avez rappelé ici, les erreurs du passé ne reviendront pas. C'est une déclaration encore comme tant d'autres déclarations de Tshisekedi. Parce que celui qui nous sert de président de la République, aujourd'hui, c'est toujours distingué par les déclarations démagogiques. Il est expert dans ça. Il promet des choses qu'il ne réalise pas. La première, il a parlé des erreurs du passé qui ne reviendront pas. La première erreur, moins d'escamouches, je lance les hostilités. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Aujourd'hui, on a tué des Congolais. Alors que le président le disait avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance, beaucoup de fermeté. J'avais d'ailleurs aimé la posture. J'avais aimé cette posture-là d'un monsieur. Les âmes et lèvres. Voilà, j'avais beaucoup aimé la posture d'un monsieur qui est responsable, qui vous dit, je vais faire ça. Si on tue un Congolais demain, je lance la guerre contre le Rwanda. Mais on a tué combien? Mais l'Union sacrée, ses proches disent que les dispositifs ne sont pas réunis. Il manque quoi? Il y a l'Assemblée nationale qui est provisoire, le Sénat qui est provisoire, il n'y a pas moyen de réunir les... Mais voilà encore une preuve de l'idée aussi. Donc ils sont en train de dire aux Congolais que les présidents de la République ne maîtrisaient absolument rien lorsqu'ils disaient que même si c'est demain, je lance les hostilités. Mais on montre au monde entier que le président est ridicule. Voilà, c'est ça la communication qui est là. Lorsque le président dit que je le ferai demain, je le ferai, peu importe le moment, je le ferai. Mais l'Union sacrée vient pour dire non, non, tout n'est pas encore réuni. Mais c'est pour dire au président, monsieur le président, votre communication était biaisée. Vous n'avez pas réfléchi avant de dire ça. Monsieur Mani, je vous prends un exemple, parce qu'on nous dit, est-ce qu'on peut nous raffirmer aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous évoquer, là je mets les juristes en défi, on peut nous évoquer l'article qui dit que du fait que l'ensemble, comment la chambre, le bureau définitif, parce qu'il y a déjà un bureau provisoire qui est déjà installé. Très bien. Aussi longtemps que le bureau définitif n'est pas encore installé, le président ne peut pas déclarer la guerre. Qu'on nous évoque la disposition légale, la disposition constitutionnelle qui interdit au président de le faire. Parce que le Sénat, il faut qu'il y ait des élections. Il y a un bureau qui continue à travailler. Très bien. Il y aura un change jusqu'à ce que ce bureau-là, il y aura de nouvelles élections. S'il n'y a pas d'élection, ce bureau-là va continuer. Parce qu'on peut aussi ne pas avoir les élections du Sénat. On a vu ça dans ce pays. Avec Kengo avait continué. Okay. On connaît cela. Donc, pour dire que c'est une manière de montrer que Tshisekedi ne fera absolument encore rien. Pourquoi? Parce que déjà, il commence mal. Moins d'escarmouches, rien n'est lancé. Moins d'escarmouches, rien n'est fait. Je prends encore un cas. Si aujourd'hui, on bombarde Kinshasa, par exemple, et qu'il faut que le Congo réponde d'une manière proportionnelle à l'attaque, il faut que le Congo commence en guerre. On va attendre que les deux chambres soient réunies. On va attendre qu'il y ait encore que ces deux chambres, que les bureaux définitifs soient installés pour que le président décide de lancer les hostilités. Ça, c'est un faux friand. C'est une manière de couvrir les insuffisances du chef de l'État. On veut trouver des excuses. On veut cacher ça pour dire que non, non. En fait, un président de la République, hein, vous avez la force, la parole d'un chef de l'État doit peser. Il ne faut pas que les gens vous regardent et se disent « Ah, ça c'est un bavard, il va parler inutilement ». Mais voilà, même les autres pays nous regardent comme ça. On le regarde comme ça. Je ne cite pas les noms ici. Mais on nous regarde comme ça. On se dit, mais voilà, il parle généralement sans rien faire. Mais lorsque vous dites que vous allez lancer les hostilités, mais il faut d'ailleurs même essayer juste. On tue un Congolais, vous essayez même. Il faut grimacer, il faut mettre de la pression. C'est ça la force d'un pays. La capacité des réactions. Lorsqu'on vous attaque, l'attaque a fait plus de 2 ans depuis qu'on continue. Mais on a vu ici, M. Mani, on a vu ici dans ces pays, le Rwanda. Là, ce n'est même pas sous couvert hein, du 1-23. Le Rwanda, vraiment, a tiré sur notre avion de chasse. Quelle a été la réaction de notre pays? Si vraiment on était un pays fort. Vous savez à l'époque, on était à l'époque sous Kabila.
je me rappelle, je crois qu'il y avait une erreur du Congo-Brazza. Il y avait un obus qui avait atterri ici, avait tué les Congolais. C'était Laurent Désiré Kabila. La réponse était proportionnelle. Directement, on a réagi. Une erreur par une erreur. Mais c'est comme ça. Mais en fait, lorsque vous avez la Charte des Nations Unies, dans son article, je crois, 200, qui parle de la paix comme moyen de trouver des solutions, qui interdit les recours aux armes. On a interdit les recours aux armes, mais il y a un alinéa qui dit, sauf lorsque votre intégrité territoriale est menacée. Sauf lorsque vous êtes agressé. Mais nous sommes dans ces cas-là. Qu'est-ce que nous attendons pour lancer les hostilités? Peut-être l'armée n'est pas encore bien assise. Mais voilà, lorsqu'on dit l'armée n'est pas encore bien assise, voilà un élément de détail. Mais c'est par là qu'on devait commencer tout. Mais nous avons entendu ici les discours des membres de l'Union sacrée nous affirmer que le chef de l'État a acheté des munitions, il a acheté la logistique de l'armée, il a acheté des hélicoptères, des drones, des chats et tout qu'on soit. On en a même vu défiler. Mais on attend quel jour? L'hélicoptère qu'on a vu défiler, c'était une location. Les vidéos circulaient sur l'internet, on est en train de lever les drapeaux du Congo. On avait loué ça pour amadouer la population. Ça c'est le pouvoir de Tshisekedi. C'est le populisme, c'est le matu-vie. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. On a vu l'hélicoptère sillonner ici. Nous avait encore ramené les avions de chasse de l'Angola. Où en sommes-nous? On avait signé des accords militaires avec l'Angola, que l'Angola peut intervenir dans notre pays au cas où nous sommes menacés à tout moment. Où en sommes-nous? Voilà, pour dire que personnellement, si je dois être réaliste, parce que je ne vais pas être pessimiste, parce que si la guerre cesse aujourd'hui, ça va de mes intérêts. Si aujourd'hui Tshisekedi arrive à mettre terme à cette guerre, je serai parmi les premiers à l'applaudir. Parce que je suis Congolais, parce que mes compatriotes vivront en paix. Les enfants, les femmes qui sont violées là-bas ne seront plus violées. J'en serai bénéficiaire. Si aujourd'hui il y a la stabilité au pays, je serai bénéficiaire de cette stabilité-là. Je ne peux pas m'opposer aux actions qui vont dans le sens de nous trouver des solutions. Je ne peux jamais m'opposer à ça. Mais il faut que aujourd'hui, le Congo décide, d'abord par les chefs de l'État, de donner une nouvelle impulsion. Il faut que les présidents cessent de bavarder. Les présidents ne parlent pas à tout moment. Les présidents posent des actions. Il n'a pas été élu pour parler. Non. C'est pour qu'il pose des actions. Il faut aujourd'hui qu'on se dise, on connaît l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est le Rwanda. C'est un petit pays. Le Rwanda, si on s'attaque au Rwanda, même par rapport à la position géographique, mon cher Mani, le Rwanda, pour atteindre Kinshasa, c'est des kilomètres en kilomètres. Ils ne pourront jamais atteindre Kinshasa. Ils ne le pourront jamais. Si vraiment on est bien organisé, ils n'atteindront jamais. Les Rwandais, on peut les abattre à partir de Goma. Mais nous, on peut atteindre Kigali dans un laps de temps. On peut atteindre Kigali rapidement. Même on peut bombarder. Même en état dans notre pays. Oui, on peut bombarder Kigali à partir de Goma. On bombarde Kigali. Toi, au Bika, Kigali, on a pou et bêti. Mais vous allez avoir. C'est que maman n'a Zali. Très bien. Mais pour y avoir maman Zali, il faut d'abord commencer à attaquer moi. Pour y avoir officiellement les forces qui sont derrière les Rwandais, parce que toutes ces forces-là ne sont jamais prononcées officiellement à part la Pologne, aujourd'hui, que nous avons vu. D'ailleurs, la Pologne n'est pas une puissance mondiale. Il ne fait même pas partie des puissances. En matière d'armée. Oui, ce n'est pas une puissance, la Pologne. On ne peut pas craindre l'alliance avec la Pologne. Ce n'est pas une puissance, déjà. Même dans l'histoire des guerres, la Pologne a gagné quelle guerre? Voilà, ils ne sont même pas comptés, ils ne sont même pas cités, au fait. Il faut commencer d'abord par attaquer le Rwanda, qui est notre ennemi direct. Mais c'est à ce moment-là qu'on va découvrir aussi qui est derrière les Rwandais. Parce qu'on nous dit ça depuis de 20 ans. Les mêmes discours. Ces discours-là résonnent sous la tête des Congolais. Ça a joué à notre psychologie. Et ça a créé une peur. C'est ça, ça a créé un psychose dans la tête des Congolais. Très bien. C'est resté comme ça. Ils sont forts, ils ont des alliés. Mais on ne connaît pas ces puissances-là. On nous dit le Rwanda, on nous dit la France. Mais c'est la France derrière, la France là, vraiment la France. Si la France n'arrive pas, il n'a pas arrivé à mettre... M. Traoré du Burkina Faso, est-ce qu'il mettra le Congo d'Oromir? Très bien. On a vu avec les trois pays qui se sont justement séparés de la France, on a constaté que la France n'est plus une puissance, que la France n'est plus forte. Très bien. On l'a constaté. Ce n'est plus cette France-là qu'on craignait. Voilà, la France, en fait, le Burkina Faso et tout consort nous ont très bien montré que la France n'est pas si grande, la France n'est pas si puissante. Les États-Unis d'Amérique. Mais pour comprendre qu'ils sont derrière le Rwanda, il faut commencer par d'abord faire la guerre au Rwanda. La décision ultime et la décision salvatrice
qui peut pousser tous les Congolais à adhérer à une adhésion massive des Congolais pour trouver des solutions. Vous savez, face à la question de la guerre de l'Est, on doit cesser de trouver des solutions palliatives, des raccourcis. Il faut qu'il y ait une solution définitive. C'est-à-dire quoi? Les Congos doivent s'assimer aujourd'hui, se réveiller. Les chefs de l'État lancent les hostilités contre le Rwanda. Vous allez voir, tous les Congolais vont adhérer à ça. Tous les Congolais vont décider de faire la guerre au Rwanda. Le jour qu'on décide de faire la guerre au Rwanda, mon cher ami, je te dis, c'est le jour que le Rwanda va cesser ses bêtises à l'Est. Aussi longtemps on continuera à se plaindre, il n'y aura pas de solution. Très bien. Auditeurs, auditrices, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Une émission très très enrichissante, mais on ne pourra pas tout terminer. La guerre est tellement grande, les morts sont vraiment nombreux. On ne pourra pas tout dire, chers auditeurs, chers internautes. On prend 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît, répétez au moins 30 secondes pour conclure cette émission et on va atterrir en beauté. Oui, merci. Pour conclure l'émission, si je dois faire des propositions. Très bien. Vous savez, on a parlé des alliés, on peut beau chercher des alliés, mais si on n'est pas en interne et organisé, rien ne sera fait. Notre armée a des difficultés que les chefs de l'État doivent d'abord chercher à éradiquer. Des problèmes liés à l'organisation interne de notre armée. C'est-à-dire, l'armée a un problème d'équipement. Il faut équiper notre armée. Si nous voulons vraiment vaincre le Rwanda, si on veut vaincre des guerres, si on veut ramener la paix à l'Est, il faut équiper l'armée. Il faut donner un bon salaire à ceux qui vont dans les champs de bataille pour mener ces combats-là. Ce sont des gens qui font une preuve de bravoure énorme. Il faut voir leurs familles, comment ils sont traités ici à Kinshasa. Les parents sont à l'Est pour combattre et les enfants ici souffrent. Il faut une prise en charge effective de l'armée. C'est comme ça qu'on peut trouver des solutions. Il faut équiper l'armée, doter des munitions essentielles et efficaces. Et c'est après avoir organisé l'armée, après avoir mis tout en place, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, là maintenant, on peut lancer la guerre. Continuer dans les voies qui seraient en train d'emprunter, l'EAC et tout qu'on sort, ce n'est pas la solution. La solution viendra du Congo. Et au-delà du Congo, il faut que Tshisekedi soit à mesure. Comme Kagame influence dans son coin les puissances, nous aussi on peut influencer certaines puissances qui vont s'allier pour notre cause. Il y a possibilité, on peut se tourner vers les ennemis des forces qui soutiennent le Rwanda. On trouvera des solutions pour cette affaire. Et si on lance la guerre contre le Rwanda, je vous dis, cette affaire-là va finir. Le Rwanda ne pourra jamais, en aucun jour, battre l'armée congolaise. Ça ne fera jamais fait. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers internautes. La détermination est vraiment forte. Nous avons compris tout ce que Daniel Kitenge a déclaré ici. Si au moins les présidents, les décideurs, je peux le dire en général comme ça, le gouvernement, vous prenez au moins en compte ce qui se passe même aux médias, c'est que nos analystes disent, ça va beaucoup aider plutôt la population congolaise. Vous êtes là-bas dans des maisons climatisées en train de faire vos conseils des ministres, en train de jouer du théâtre, moi je le dis comme ça, mais il y a des mamans qui meurent là à l'Est. Il y a des personnes qui meurent à l'Est et vous mangez, vous disputez. Il y a même le premier ministre qui ne veut pas quitter son poste pour déclarer avec l'Assemblée nationale. C'est l'argent. Voilà. Il y a la population qui meurt. Prenons au moins en compte ce que Daniel Kitenge a dit et ça va toujours aider la population congolaise. Merci à vous de continuer de partager notre émission. On se retrouve le vendredi prochain pour des thématiques encore enrichissantes et on va s'emballer. Merci. Au revoir. Merci.